Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Les acteurs du secteur fiscal et douanier dans divers pays africains ainsi que leurs partenaires dans ce domaine affirment que la promotion de l'utilisation des technologies dans la collecte des impôts et la surveillance des recettes intérieures est l'un des moyens pour améliorer durablement l'économie du continent. Indication faite à Kigali au cours du Forum africain des administrations fiscales lors des discussions visant à améliorer le fonctionnement des administrations fiscales et douanières en Afrique. Des obstacles persistants qui empêchent de nombreux contribuables à payer leurs impôts ont été abordés. Notre rôle en tant qu'administration fiscale dans la mobilisation des ressources intérieures est plus que jamais crucial au financement des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de l'ONU à l'horizon 2030. Cependant, les défis sont immenses. Le poids croissant de la dette publique, aggravé par les crises mondiales successives, des tensions régionales et le terrorisme pour certains pays, met en lumière l'urgence d'assurer la viabilité budgétaire de nos économies. De plus, selon le FMI, le ratio dette sur le PIB moyen en Afrique est passé de 40% en 2010 à 65% en 2023. De nombreux pays sur le continent enregistrent des niveaux critiques de ratio dette sur produit intérieur brut entre 80 et 120%. Ces chiffres illustrent l'importance du renforcement de la mobilisation des recettes fiscales nationales tout en adoptant des politiques transparentes et responsables. Oui, nous avons encore des défis importants à relever, mais les signaux positifs ne manquent pas. Le dernier rapport de PEFA montre une augmentation des ratios impôts-PIB dans 24 pays africains en 2023, grâce notamment à l'amélioration des recettes fiscales nationales. Cette dynamique encourageante appelle à redoubler d'efforts pour la modernisation des administrations fiscales et répondre aux exigences d'une économie globalisée et digitalisée. Il a également été examiné de manière générale comment augmenter les recettes fiscales internes. Ces discussions ont mis en évidence que dans certains pays, une grande partie des impôts provient du commerce transfrontalier, ce qui explique la nécessité d'intensifier l'utilisation des technologies pour lutter contre ce défi. Nous devons également répondre aux attentes de nos concitoyens qui exigent une meilleure gouvernance dans la gestion des ressources publiques et une réduction des comptes publics. Au vu de tout cela, quelles sont les priorités de notre avenir? Premièrement, l'avenir de nos administrations fiscales repose sur l'adoption accrue des technologies modernes. La science des données, l'intelligence artificielle et l'analyse avancée des données sont des outils essentiels pour l'amélioration de l'efficacité de nos systèmes fiscaux, renforcer les cadres d'évaluation des risques et favoriser une meilleure conformité des contribuables. Deuxièmement, la collaboration entre pays africains est cruciale. La TAF reste une plateforme stratégique pour promouvoir des solutions adaptées aux réalités africaines. Nous devons encourager les échanges entre pairs et exploiter pleinement le potentiel de la TAF
pour le développement des solutions africaines par les Africains et pour les Africains. Autrement dit, il s'agit de promouvoir la coopération sud-sud que je souhaite pour nos États. Troisièmement, nous devons intensifier les échanges intra-africains sur les questions fiscales en mettant en œuvre les réformes nécessaires et en adoptant des investissements tels que l'accord de la TAF sur l'assistance mutuelle en matière fiscale. Quatrièmement, il est impératif de développer des politiques fiscales équitables. Des acteurs informels et des individus fortunés doivent être guidés par des données fiables. Par ailleurs, la gouvernance et la responsabilité publique doivent accompagner toute réforme fiscale pour garantir l'adhésion et la confiance des concitoyens. Cinquièmement, en matière de genre, nos politiques fiscales doivent refléter un engagement ferme envers l'égalité. La TAF a pris les devants en intégrant une perspective de genre dans la conception des politiques fiscales et je vous invite à poursuivre sur cette voie. Les données du Forum africain des administrations fiscales montrent que, bien que le continent ait été confronté à plusieurs perturbations économiques, les recettes ont augmenté de 20,9% en 2022 par rapport à 2021, où elles étaient à 16,3%. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le Rwanda souhaite que la danse guerrière Intore soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Massamba Intore indique qu'inscrire cette danse au patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une grande importance pour le Rwanda car ce sera une reconnaissance mondiale des valeurs nobles de la culture rwandaise à travers l'histoire. L'avantage est que maintenant les gens vont faire beaucoup de recherches à propos du Rwanda, connaître le Rwanda très profondément. Le Rwanda est un pays qui a des valeurs et qui respecte ces valeurs. Et parmi ces valeurs, on peut les retrouver dans la danse Intore. Et la danse Intore est une danse très très ancienne. L'Intore que tu vois représente beaucoup de valeurs. La bravoure, la force, la défense, l'amour de la patrie. Tout ça, quand ils apparaissent et quand ils dansent, quand tu regardes même leur costume, tu lis quelque chose. C'est une danse qui s'exprime. Une danse qui te dit quelque chose et qui te reflète de toutes les valeurs du pays. C'est pour cela que je dis qu'on a eu la chance vraiment, c'est une chance noble d'avoir Intore parmi les patrimoines mondiaux agrégés par l'UNESCO. Ça c'est un. Deuxième, il faut dire que le Rwanda, en tant qu'un pays qui a connu des moments tragiques, mais qui a aussi connu des Intore. Quand je parle Intore, c'est comme si je parle d'une armée organisée à la rwandaise et qui a pu libérer le pays. L'Intore a un symbole que tout le monde respecte, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la vie, Wupfura, Wutore, quelque chose qui s'exprime et on voit cette valeur qui est d'un Rwandais et qu'on ne peut pas trouver ailleurs, qui te distingue directement partout où tu passes. Hein?
Bah, c'est pas pour dire qu'on est au-dessus des autres, mais quand un Rwandais apparaît, quand il marche, quand il parle, quand il s'exprime, quand il parle de son pays, de sa bravoure, de ses bienfaits, on sent que réellement, vraiment, c'est quelqu'un qui a une éducation d'Inhoré. C'est pour cela que je parlais qu'en Emo, on a l'avantage. L'avantage en est que, comme tout patrimoine, il y a eu des patrimoines de djembé, des tambours du Burundi. Il y en a d'autres, des montagnes, il y en a d'autres qui font ça, qui étaient depuis très longtemps dans les patrimoines de l'UNESCO, qui enfin, le Rwanda, merci beaucoup. Le Rwanda a fait beaucoup d'efforts et pour que Intore aussi soit dans ce patrimoine qui est le patrimoine le plus important. Et l'avantage, pour terminer, je peux dire que au club alors, troupe traditionnelle de danse, parce que maintenant il y aura une ouverture mondiale où maintenant les pays qui organisent des festivals vont commencer maintenant à inviter les troupes, parce que toutes les troupes d'ici ils ont une branche d'Inhoré et ils vont maintenant commencer à participer dans ces festivals. Ils vont commencer à gagner de l'argent. Et ils vont aussi avoir l'occasion maintenant de se présenter et aussi de présenter le pays et de parler du pays, surtout, à travers cette danse noble, cette danse guerrière qui est Intore. Normalement, la danse Intore devrait, depuis très longtemps, être dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand tu participes dans une exposition universelle de 58 que je vous parlais en Belgique, dont mon père faisait partie de ces Intore. Et à partir de là de 58 est arrivé en 2024, et c'est maintenant qu'on pense qu'il faut inscrire les Intore au patrimoine. Un retard terrible. Chaque fois, moi, j'avais un souci. Je me disais, pourquoi j'ai vécu quand même ailleurs et puis j'ai participé beaucoup dans des festivals. Et quand je participe dans des festivals, même si je ne chante pas le kinyao, je chante dans mes chansons, mais je mets le costume d'Intore pour que les gens voient c'est quoi exactement. Ce monsieur-là, cet artiste, il vient de quel pays? C'est pour honorer le pays. Et puis depuis 1958, et c'est maintenant qu'on pense des Intore en 2024. On devrait être là, on devrait être dedans depuis très longtemps. Mais moi, je me dis que, heureusement qu'on a une politique qui suit de près tout. Qu'on peut remercier notre président de tout effort qu'il fait. Il veut que le Rwanda soit pas seulement un pays connu en Afrique, c'est bon, mais mondialement, le Rwanda doit être dedans. Un petit pays, mais qui a des valeurs, et des valeurs dont d'autres pays peuvent maintenant venir ici, apprendre à écrire, à s'informer, à s'inspirer. Et c'est à partir de cette danse guerrière, Intore, qu'on pourrait trouver toute explication. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. Merci de nous suivre. Le ministère rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique qu'il est d'une grande importance pour la nation d'initier les plus jeunes aux valeurs de l'unité dès leur jeune âge. Madame Julienne Ouachou explique combien cette initiative est une bien belle façon de préserver l'intégrité du pays et de prévenir d'éventuelles atrocités similaires au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda.
Les dialogues ou les espaces où les jeunes se rencontrent pour parler de leur histoire, de l'histoire de leur pays, de l'identité qui est Ndumunyarwanda, c'est vraiment très important parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'il faut créer les espaces où les jeunes gens peuvent apprendre l'histoire vraie de notre pays, mais aussi tirer des leçons des moments difficiles que le Rwanda a traversés, spécifiquement le génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi l'idéologie génocidaire qui est propagée dans la région où le Rwanda se trouve, mais aussi les actes criminels qu'on voit d'ici et là, de ces gens qui propagent toujours l'idéologie de génocide. Avec le temps, on voit que les jeunes, il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a de telles situations, mais aussi il y a ceux qui peuvent profiter de l'ignorance ou bien du vide que certains jeunes ont sur leur histoire et les dérouter. Alors avec Ndumunyarwanda dans les universités, c'est un projet qu'on a commencé en partenariat avec Unity Club et le ministère de l'Unité nationale de l'engagement civique, mais aussi avec les institutions, les universités libres et privées, pour créer le cadre dans lequel les jeunes peuvent être engagés, impliqués, dialoguer, poser des questions, échanger, mais aussi prendre l'engagement de l'avenir de ces pays. Vous venez de le dire que la jeunesse compose plus de 60% de la population de notre pays. Pourquoi ils devraient connaître Ndumunyarwanda? Quel rapport ça a avec le futur de notre pays? On parle de Ndumunyarwanda aujourd'hui, mais on n'oublie pas que dans le passé, on parlait des Hutus, des Tutsis, des Tutsis. Il y avait la discrimination basée sur les régions. Il y avait des discriminations basées sur la religion, sexe et autres. Et ce qui nous a conduit au génocide perpétré contre les Tutsis. Alors quand on parle de Ndumunyarwanda aujourd'hui avec les jeunes, c'est pour leur dire que oui, on a un passé douloureux, on a eu une situation vraiment chaotique, mais il ne faut pas qu'on reste emprisonné dans notre passé. Il faut bien connaître ton passé, mais aussi il faut envisager le futur tout en tenant compte de ce qui s'est passé dans ton histoire. C'est pourquoi Ndumunyarwanda, c'est l'identité de tout Rwandais. Et on a fait le choix qu'après le génocide, tout ce qu'on va promouvoir, ce n'est pas le régionalisme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est l'identité commune des Rwandais qui est Ndumunyarwanda. Alors, il faut être fier d'être Rwandais, mais il faut aussi savoir que ça vient avec les obligations. On a l'obligation de bâtir ce pays. Bien que le monde tente d'éliminer l'utilisation des matières en plastique, très nocif pour l'être humain et l'environnement, son commerce reste encore florissant en district de Lubavu, car certains commerçants estiment que sa contrebande transfrontalière avec la République démocratique du Congo reste très rentable. Un récit de Patrick Nilidandi. Près de la petite frontière entre les villes de Lubavu au Rwanda et celle de Goma en République démocratique du Congo, des produits en plastique comme des bidons de jerrycan et des seaux en plastique traversent quotidiennement la frontière afin d'alimenter en grande quantité la ville de Goma. Ceux qui font ce commerce parcourent chaque jour les maisons de Lubavu à la recherche des jerrycans et des seaux contenant de la peinture mais qui ont été vidés de leur contenu. Nous l'achetons à 200 francs et une fois à la frontière, nous les revendons à 300 francs. La plupart des fois, ces matières plastiques sont chargées sur des fauteuils roulants et traversent la frontière en direction de la République démocratique du Congo. Ces vélos pour personnes vivant avec handicap peuvent transporter jusqu'à 3000 bidons de jerrycan. Et comme ces matières plastiques doivent être déclarées en RDC, une fois vendues, le commerçant peut faire un bénéfice de 200 francs par jerrycan. Si vous comptez les 3000 jerrycans, le commerçant peut faire un bénéfice intéressant.
La plupart des personnes qui pratiquent ces commerces indiquent que c'est un marché très lucratif en République démocratique du Congo. Certaines personnes ont besoin de ces matières plastiques à Goma. Elles envoient des commerçants les acheter ici au Rwanda et ces derniers vont jusqu'à même à Kigali. Moi aussi je le fais. Je fais ce commerce. Je vends ces matières plastiques et je peux nourrir ma famille. Mes enfants vont à l'école. Je peux vivre décemment et je paye même ma mutuelle. Plus de 170 pays et plus de 600 organisations observatrices se sont inscrits pour une semaine de négociations la semaine dernière dans la grande ville portuaire de Busan. C'est en Corée du Sud où le président de ce pays a exhorté les délégués à s'entendre sur une voie vers zéro pollution plastique pour le bien des générations futures. Bien que les négociations furent difficiles, elles devraient déboucher sur des accords permettant d'accéder et d'améliorer les environnements terrestres et marins, tout en veillant à ce que les communautés les plus vulnérables, qui dépendent de la collecte de plastique, comme les ramasseurs des déchets, ne soient pas laissées pour compte. Selon les analystes et de nombreux experts, la bonne gouvernance et la sécurité du pays sont les principaux facteurs qui ont motivé de nombreux chefs d'entreprise et décideurs à choisir d'installer leurs sièges sociaux au Rwanda. Ils estiment que leur nombre ne va que progresser au cours des années à venir. Patrick Milidandi. Access, centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne de froid, est l'une des entreprises africaines qui a établi son siège au Rwanda et qui reste le modèle dans le domaine de la réfrigération, des médicaments, des vaccins et des denrées alimentaires. Son établissement au Rwanda a été rendu possible grâce à l'aide du Royaume-Uni qui a financé le projet à hauteur de 25 milliards de francs rwandais et le gouvernement rwandais a fourni 200 hectares de terrain. Ruth Zugman, responsable du changement climatique au programme des Nations Unies pour l'environnement, affirme que le centre est la réponse pour l'Afrique. And therefore, ACES is looking ahead, and Rwandan government is actually ahead of the curve as we have. Le gouvernement rwandais a été visionnaire et a choisi un développement durable. La chaîne de froid, qui respecte les conventions de Montréal, avec pour objectif d'atteindre les différents objectifs fixés à Paris. Also on the Paris Agreement and the SDGs. Il y a peu, l'African School of Governance a été lancé au Rwanda. Son directeur, professeur Kingsley Shind Mongalou, affirme que le centre a une vision africaine de la paix et du développement. The vision that the ASG has. La vision de l'African School of Governance est de construire une Afrique de paix et de développement. Nous cherchons à former l'élite de demain qui a non seulement les connaissances, mais aussi les leaderships nécessaires dans toutes les régions d'Afrique. Le Rwanda est également le siège de l'Agence africaine des médicaments. La première ministre de Barbade, Mia Mottley, affirme que le centre est une solution médicale pour la population de son pays. Nos commandes étaient faibles pour avoir de la valeur et notre capacité à obtenir des respirateurs, des médicaments et d'autres fournitures médicales de base n'était pas au rendez-vous. Même lorsque nous avons payé à l'avance, notre commande nous a été retirée à la dernière minute. Je voudrais exprimer ma gratitude au Rwanda, au Sénégal, à l'Afrique du Sud et au Ghana pour la coopération dont ils ont fait preuve, car il n'y a que de la valeur ajoutée et travailler ensemble et surmontons les obstacles ensemble. Enfin, qu'il n'y ait plus d'inégalité dans le monde. L'expert du travail des salariés, Jean Mukunzi, affirme que le Rwanda se trouve dans une situation similaire à celle de l'Éthiopie et du Kenya lorsque des organisations internationales et des entreprises africaines y avaient installé leur siège en raison de la paix et de la sécurité qui y régnait. Selon lui, le premier avantage que cela apporte est la création d'emplois pour la population et la reconnaissance du pays. Ça attire non seulement le tourisme, mais aussi les conférences, mais également les entreprises, l'investissement.
Vous connaissez certainement les initiatives de RDB, les initiatives, les infrastructures qui sont développées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça mis ensemble crée des conditions favorables au développement non seulement du tourisme, mais aussi du business, y compris l'emploi. Nous avons souvent l'habitude de parler de l'emploi ensemble. L'emploi se développe. Et ce que j'étais en train de dire, les efforts qui sont faits aujourd'hui par la génération dans laquelle vous êtes et moi doivent être poursuivis par les générations futures. Et c'est un travail qui ne se fera pas seulement en 10 ans, 30 ans, mais des centaines d'années. Ces différentes entreprises sont venues s'ajouter aux autres institutions déjà présentes, notamment les secrétariats de Smart Africa et les institutions éducatives et médicales au niveau africain et international. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.